Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. La première fois que Paris a vu cette voiture, ce n'était pas un rêve de chrome et de velours. C'était une gifle. Imagine, octobre 1955, Grand Palais. Sous la verrière, l'air est lourd, chaud, presque moite, un mélange de parfum, de laine mouillée et d'huile. Pas l'huile noble des ateliers propres. Une odeur métallique, vivante, un peu écœurante, celle des machines qui suintent. Les visiteurs s'approchent, croyant venir admirer un nouveau modèle. Et là, au lieu d'une simple automobile, ils découvrent un animal, un objet qui semble avoir glissé depuis 2 mains. Silhouette de gouttes d'eau, toit flottant, roues comme cachées par pudeur. Et surtout, ce détail qui dérange. La voiture paraît respirer. Elle s'affaisse doucement, puis se relève, comme si elle se réveillait d'un sommeil. Certaines personnes rient nerveusement, d'autres reculent d'un pas. On entend des « c'est pas naturel » chuchoter comme une prière. Et pourtant, au même instant, on signe frénétiquement. On signe comme si on avait peur qu'on leur retire ce morceau de futur. Satisfaction. Oui, tu es bien au bon endroit. On parle d'une légende. Intérêt, parce qu'on n'a pas encore dit ce que cette voiture a coûté en secret, en nuit blanche et en humiliation. Et une pointe de dégoût, parce que derrière sa beauté, il y a quelque chose de organique, presque médical. Une technologie qui ressemble à du sang circulant sous la peau. La Citroën DS n'est pas née pour être cool. Elle est née parce que la France avait mal. La France d'après-guerre, ce n'est pas la carte postale. Ce sont des routes râpées, des pavés qui martèlent les suspensions, des campagnes où l'hiver te casse les doigts, des villes où l'on réapprend à consommer comme on réapprend à respirer. Le pays se reconstruit, oui, mais il reconstruit aussi ses illusions. Et au milieu de cette reconstruction, une question obsède. Comment rouler autrement? Comment rouler plus vite sans mourir? Comment rouler plus loin sans arriver cassé en deux? Comment transporter une famille, un patron, un médecin, un préfet, et garder quand même un peu de dignité? Citroën, à ce moment-là, a une réputation double. D'un côté, l'audace. La marque a déjà bousculé le monde avec la traction avant, une voiture moderne, basse, stable, presque insolente, qui a changé la manière de conduire. De l'autre, la fatigue. La traction vieillit. Elle est devenue familière, presque banale. Et quand une voiture devient banale, elle devient dangereuse pour une marque qui se nourrit de coups d'éclat. Mais Citroën n'est pas seulement en concurrence avec les autres. Elle est en concurrence avec le temps. Dans les années 50, la France se transforme à une vitesse brutale. Les salaires montent, les classes moyennes s'épaississent, le désir de monter socialement devient un moteur aussi puissant que l'essence. On veut voyager, on veut aller au bord de la mer, traverser le pays, avaler des kilomètres, pas seulement survivre. On veut du confort, du silence, une voiture qui n'est plus un chariot amélioré, mais un salon qui roule. Et surtout, on veut une voiture qui pardonne. Les routes restent imparfaites. Les conducteurs ne sont pas tous des as du volant. Et la mortalité routière, elle, ne pardonne pas. Ce contexte crée une fin particulière. La fin d'une voiture qui fasse oublier la guerre. Une voiture qui fasse sentir que l'avenir est possible. Une voiture qui fasse entrer la modernité dans le garage. Et pas seulement dans les discours politiques. Sauf que chez Citroën, l'avenir a un prix. La prise de risque. Car Citroën a une autre particularité. Presque une malédiction. La marque n'avance pas par petites touches. Elle avance par sauts. Des sauts si grands qu'ils peuvent te propulser dans l'histoire, ou te briser la nuque. Et au début des années 50, l'entreprise marche sur une corde raide financière. Elle a besoin d'un modèle phare, d'un symbole, d'un sommet technologique. Mais elle a aussi besoin, tout simplement, de vendre, et vendre beaucoup. C'est là que la nécessité devient une obsession. Dans les couloirs, on ne parle pas seulement d'une nouvelle voiture. On parle d'un nouveau statut. Citroën doit redevenir la marque qui surprend, qui impose, pas une marque qui suit. Parce que suivre,
dans l'automobile, c'est accepter de se faire dévorer. Et puis il y a l'ennemi invisible, l'inconfort quotidien. Imagine un trajet de l'époque. Tu quittes Paris, tu prends la route nationale, tu roules sur des sections rafistolées, tu passes des villages où la chaussée est bombée, creusée, irrégulière, et ton volant te renvoie chaque défaut comme une punition. Les suspensions des voitures ordinaires encaissent, oui, mais elles transmettent. Elles te frappent dans le dos, elles te secouent les dents, elles fatiguent le conducteur. Et un conducteur fatigué devient un conducteur dangereux. Alors Citroën se pose une question presque indécente. Et si une voiture pouvait isoler l'humain du monde extérieur? Et si elle pouvait glisser sur la route au lieu de lutter contre elle? Et si, au lieu d'accepter la route comme un destin, elle la corrigeait? Ce besoin n'est pas du luxe. C'est une forme de sécurité, une promesse, arriver entier. Mais il y a un autre besoin, plus subtil, plus politique. La France veut paraître forte, elle veut paraître raffinée, elle veut montrer que son industrie n'est pas seulement capable de produire en masse, mais capable d'inventer. Dans cette période, l'automobile devient un théâtre national. On n'achète pas seulement un véhicule, on achète une vision du pays. Une Renault peut représenter la robustesse populaire, une Peugeot, la prudence bourgeoise. Citroën, elle, veut représenter la rupture, la France qui ose. Sauf que l'audace, ça ne se décrète pas, ça se fabrique. Et pour fabriquer une rupture, il faut un problème à résoudre. Et Citroën en a une liste entière. Premier problème, la traction n'est plus un choc visuel. Elle ne fait plus tourner les têtes. Elle n'a plus ce décalage qui donne l'impression d'être en avance. Deuxième problème, l'intérieur des voitures de l'époque, même haut de gamme, reste souvent bruyant, vibratoire, dur. Troisième problème, la conduite demande de la force. Freiner, tourner, manœuvrer, c'est parfois un combat, surtout en ville. Quatrième problème, la sécurité. Les accidents augmentent, les vitesses moyennes aussi. Cinquième problème, la clientèle change. Le public devient plus exigeant, plus impatient, et surtout, il veut être impressionné. Et c'est là que naît une idée qui ressemble à une hérésie. Ne pas améliorer l'ancien, le faire disparaître. Citroën comprend que pour répondre à cette France-là, il ne suffit pas de produire une nouvelle voiture. Il faut produire une nouvelle sensation. Quelque chose qui fasse dire au conducteur « Je ne conduis plus comme avant ». Quelque chose qui fasse dire aux passagers « Je ne voyage plus comme avant ». Quelque chose qui fasse dire aux voisins « Ils ont osé ». Mais l'urgence ne vient pas que du marché. Elle vient aussi de l'intérieur. Chez Citroën, la culture est presque religieuse. On croit au génie technique. On croit au progrès comme à une foi. Et cette foi peut devenir dangereuse, parce qu'elle pousse à l'extrême. L'entreprise veut une voiture qui soit, à sa manière, un manifeste. Aérodynamique, innovante, confortable, stable, étonnante, et qui impose son langage au monde. Sauf que pendant qu'on rêve, la réalité grince. Les finances ne sont pas infinies. Les essais coûtent cher. Les paris techniques peuvent se retourner contre toi. Et surtout, l'orgueil industriel peut produire des monstres. Pas des monstres laids, des monstres ingérables. Des voitures trop complexes pour les garages. Trop différentes pour les habitudes. Trop futuristes pour des clients qui, parfois, veulent simplement quelque chose qui démarre le matin. Alors le besoin se transforme en tension dramatique. Citroën doit inventer l'avenir sans perdre le présent. Et à ce moment-là, un autre élément, discret mais déterminant, influence tout. Michelin. Michelin n'est pas seulement un fabricant de pneus. Michelin pense roues, adhérence, sécurité, endurance. Et quand Michelin prend de plus en plus d'influence chez Citroën, une idée s'insinue. La voiture doit être conçue comme un système, complet, pas comme une simple coque sur un moteur. Un organisme cohérent. Et là, on retombe sur cette impression presque dérangeante. La DS ne sera pas une machine froide, elle sera une machine vivante, avec des fluides, des pressions, des réactions. Ça choque, parce qu'une voiture, dans l'imaginaire, c'est du métal et des boulons. Là, on parle de circulation interne, d'équilibre, de posture, comme un corps. Et les corps, parfois, font peur. À l'époque, les automobilistes sont habitués à une logique simple. Plus tu veux de confort, plus tu prends grand. Plus tu veux du prestige, plus tu prends lourd, long, imposant. La puissance, c'est du volume. Le statut, c'est de la masse. Citroën,
au lieu de suivre cette règle, commence à rêver d'une voiture qui serait efficace plutôt que massive, une silhouette qui fend l'air, une stabilité qui ne vient pas du poids, mais de la conception, un confort qui ne vient pas de coussins, mais d'une technologie qui avale la route. Et là, dans les bureaux, une phrase pourrait résumer le besoin, faire croire que la route est meilleure qu'elle ne l'est. Parce que si la DS réussit, elle fera plus que transporter des gens, elle changera leur perception. Elle donnera l'impression que la France est plus moderne, plus douce, plus sûre, elle maquillera le réel. Et c'est exactement ce que veut une société en reconstruction. Un maquillage crédible, élégant, irrésistible, mais Citroën n'a pas le droit à l'erreur. Si la voiture est trop chère, elle ne se vend pas. Si elle est trop fragile, elle ruine la marque. Si elle est trop complexe, elle effraie les garages et les clients. Si elle est trop en avance, elle devient incomprise. Et si elle n'est pas assez en avance, elle devient inutile. On est donc face à une contradiction parfaite. Il faut une révolution, qui est l'air naturel. Et ce besoin-là, cette contradiction, va nourrir tout ce qui suit. Les choix secrets, les expérimentations, les compromis cachés, les humiliations techniques, les coups d'éclat, et cette sensation étrange, presque indécente, qu'une voiture peut être plus qu'une voiture. Parce que la DS ne va pas naître d'un cahier des charges classique, elle va naître d'une fin, celle de dépasser l'époque, de rendre la modernité tangible, de faire entrer le futur dans les mains d'un conducteur ordinaire, et au fond, c'est ça qui la rend déjà culte avant même d'exister. Elle n'a pas été pensée pour plaire à tout le monde. Elle a été pensée pour forcer le monde à la regarder. Ils l'ont appelée DS, comme on glisse une lame sous un ongle. Doucement, mais avec l'intention de faire mal au présent. Dans les ateliers, au début, personne ne parle de légende. On parle de silence, de discrétion, de portes qu'on ferme trop vite, de plans qu'on retourne face contre table quand quelqu'un entre. On parle d'un projet si secret qu'il ressemble à une opération chirurgicale. Lumière froide, gestes précis, et cette peur constante. Qu'une erreur, une seule, fasse sauter tout le bloc. Parce que la DS n'a pas été conçue comme une voiture. Elle a été conçue comme un complot contre l'habitude. On est au début des années 50. L'attraction tient encore la scène, mais elle commence à sentir le musée. Chez Citroën, on sait que la prochaine grande voiture ne doit pas seulement être mieux, elle doit être autre. Et autre, dans l'automobile, c'est un mot dangereux. Il peut signifier génie ou fiasco. Le secret, c'est qu'ils ont décidé très tôt de ne pas se battre sur le terrain traditionnel. Pas question de faire une voiture plus lourde, plus carrée, plus imposante, avec un V8 comme une massue. Non, ils veulent une voiture qui flotte, une voiture qui fasse croire à celui qui la conduit qu'il a gagné contre la route, une voiture qui remplace l'effort par l'élégance, la violence mécanique par quelque chose de presque liquide, et c'est là que le premier twist arrive, celui que beaucoup ignorent. Avant même de dessiner la carrosserie, ils dessinent le comportement. Ils partent de sensations. Le bruit doit baisser, les secousses doivent disparaître. Le nez ne doit pas plonger au freinage. La voiture doit rester stable, même chargée, même sur mauvais revêtement. La direction doit être légère sans devenir floue. Les freins doivent obéir au doigt et à l'œil, pas à la cuisse du conducteur. Et pour obtenir ça, ils font quelque chose de presque indécent. Ils donnent à la voiture un système nerveux, un fluide sous pression, circulant partout, prêt à obéir, prêt à corriger. Ce ne sera plus seulement un moteur et des ressorts, ce sera un réseau, une infrastructure interne, une promesse. La DS va s'ajuster à toi, au poids, à la route, à la situation. Mais une promesse comme ça a un coût. Elle rend la voiture terriblement vulnérable aux moindres détails. Parce que si ton futur dépend d'un fluide, d'une pompe, de joints, de pression, alors une fuite n'est pas un petit problème. C'est une hémorragie. Et dans les premiers essais, justement, il y a du sang. Pas rouge, vert. Au départ, la DS utilise un liquide hydraulique à base végétale, une chose qui a une couleur de mauvais rêve. Vert, brillant, presque toxique à l'œil. Dans l'atelier, quand ça fuit, ça ne fait pas une petite flaque. Ça fait une scène. Ça tâche, ça glisse, ça s'étale, ça transforme le sol en piège. On imagine déjà les garages de province, le mécano en blouse grise qui jure,
la lampe baladeuse, la déesse levée, et cette odeur étrange. Et on comprend, l'innovation ici ne sera pas propre, elle sera viscérale. Les ingénieurs travaillent avec une obsession. Si ça marche, personne ne pourra nous rattraper. Mais un autre murmure circule. Si ça casse, on deviendra la blague du siècle. Dans cette tension, deux mondes se rencontrent et parfois se heurtent, le monde de la forme et le monde du système. La forme, c'est le choc visuel, la nécessité d'un style qui dise « demain ». Le système, c'est la réalité mécanique. Des pièces, des tolérances, des matériaux, des contraintes, des coûts, et la déesse va naître exactement là, dans la bagarre entre la beauté et la survie. On a souvent envie de croire qu'une voiture légendaire est le produit d'un seul génie. La vérité est plus brutale. C'est un chaos discipliné, un cocktail de talent, d'ego, d'aveuglement, de fulgurance. La déesse est un roman écrit à plusieurs mains où chacun veut imposer sa phrase. Dans les bureaux de style, on cherche une silhouette qui n'a pas l'air carrossée, mais sculptée. Pas une boîte posée sur des roues, une goutte d'air figée. On travaille l'aérodynamique sans forcément le dire comme ça. On le ressent, on le devine, on le modélise, on le teste. On imagine déjà la voiture filant sur la nationale comme un galet lancé sur l'eau. Mais pour que cette silhouette fonctionne, il faut accepter des sacrifices. Des roues partiellement couvertes, un arrière qui descend, un capot long, une ligne de toit qui ne ressemble à rien d'existant. Et à chaque fois, quelqu'un dans l'entreprise grimace. Les clients vont-ils accepter ça? La réponse au début n'est pas un oui, c'est un pari. Le développement se fait dans un climat de clandestinité presque paranoïaque. On camoufle les prototypes, on brouille les pistes, on roule la nuit ou loin. On teste sur des routes où personne ne traîne. Et le plus ironique, c'est que ces prototypes, censés incarner le futur, ressemblent parfois à des monstres de foire. Carrosserie, bricolés, éléments provisoires, vis apparentes. On a beau avoir une vision, le chemin pour y arriver est souvent laid. Et puis, il y a l'idée la plus folle, la suspension hydropneumatique. Rien que ce mot, hydropneumatique, sonne comme une maladie rare. C'est presque un avertissement, comme si tu devais signer une décharge avant de monter à bord. Mais l'idée est simple dans son ambition. Remplacer le ressort classique par un système où du liquide et du gaz travaillent ensemble. Le gaz fait office de ressort compressible, le liquide transmet la pression, et la voiture peut ainsi maintenir une hauteur constante, absorber les bosses, se stabiliser, et surtout, elle peut monter et descendre. Ça semble magique, et ça l'est, à condition que tout soit parfaitement maîtrisé. Au début, ce n'est pas maîtrisé. Il y a des nuits où la voiture se comporte comme une créature capricieuse. Elle se lève trop, elle se couche, elle hésite, elle claque, elle siffle. On entend des soupapes, des pompes, des pulsations. Les ingénieurs posent la main sur la carrosserie comme on poserait la main sur le flanc d'un animal inquiet. Et là, deuxième twist, la déesse n'est pas seulement un objet technique. Elle devient une affaire de psychologie. Parce qu'une voiture qui change de hauteur, qui se relève toute seule, perturbe. À l'époque, beaucoup de conducteurs ne veulent pas que leur voiture fasse des choses sans eux. Ils veulent contrôler. Ils veulent comprendre. Là, Citroën propose une machine qui semble avoir son propre avis. Alors, dans les réunions, une question absurde surgit. Comment rendre l'inquiétant désirable? Il ne suffit pas que ce soit performant, il faut que ce soit rassurant. Il faut que la magie ait l'air naturel. Il faut que le conducteur se dise « c'est normal », alors que rien ne l'est. Dans le même temps, Citroën veut centraliser cette hydraulique pour faire autre chose. Assistance de direction, freinage, embrayage, sur certaines versions. Comme si un seul cœur pressurisé pouvait alimenter plusieurs organes. C'est intelligent et terriblement risqué, car si tu relis tout à un seul système, tu gagnes en cohérence, mais tu crées un point de fragilité. Un défaut peut avoir des conséquences en chaîne, et ça, c'est le genre de phrase qu'on n'aime pas écrire dans un rapport d'essai. Imagine un ingénieur qui rentre chez lui après une journée de test, les mains qui sentent encore le métal et le liquide hydraulique, et qui se dit « si la pompe lâche, qu'est-ce qu'il lâche avec ?» Et il a beau avoir la réponse technique, il a aussi la réponse humaine, la confiance. La déesse ne doit pas seulement fonctionner, elle doit inspirer confiance, sinon elle meurt.
Et comme si cette difficulté ne suffisait pas, Citroën décide d'ajouter une autre étrangeté. L'ergonomie. Là aussi, on refuse l'évidence. On veut que le conducteur ait l'impression d'être dans un cockpit, pas dans une charrette. On imagine une planche de bord moderne, des commandes qui tombent sous la main, une visibilité améliorée, et surtout, un freinage qui choque ceux qui découvrent la voiture. Une pédale qui n'est pas une longue course molle, mais une sorte de bouton, une commande sensible. Tu touches, ça mord. Sur le papier, c'est merveilleux. Réactivité, précision. Dans la réalité, ça signifie aussi, première fois que tu freines, tu peux faire hoqueter ta passagère et renverser son sac. Citroën le sait. Citroën l'accepte. Parce que Citroën croit à l'éducation du public par le choc. Mais le choc doit être maîtrisé. Alors on teste. Et on teste encore. La DS passe par des centaines, des milliers de kilomètres de mise au point. La moindre vibration est traquée. La moindre fuite est observée comme un crime. Le moindre bruit parasite est une insulte. On change des matériaux. On redessine des pièces. On renforce des points. On rééquilibre des masses. Et pendant que les ingénieurs se battent avec la pression et la fiabilité, les stylistes se battent avec l'opinion, car une voiture aussi différente, c'est un pari sur l'œil humain, et l'œil humain, parfois, déteste ce qu'il ne reconnaît pas. Alors on joue sur des détails qui créent une impression de luxe, sans tomber dans le baroque. On cherche une élégance qui semble évidente après coup, comme si la voiture avait toujours dû être comme ça. C'est le paradoxe du design réussi. Il paraît inévitable. Alors qu'il a coûté des guerres internes, dans ces années-là, Citroën travaille aussi avec un enjeu industriel massif. Produire en série, faire un prototype révolutionnaire, c'est une chose. Faire sortir des milliers de voitures d'une chaîne, avec une qualité acceptable, un coût supportable, un réseau de concessionnaires, capable de les vendre et de les entretenir, c'en est une autre. Et là, troisième twist, le futur se heurte au présent sous la forme la plus banale et la plus cruelle possible. Les tolérances de fabrication. Une suspension hydropneumatique exige une précision, des joints bien ajustés, des surfaces usinées correctement, des assemblages qui ne pardonnent pas. Or, l'industrie de l'époque n'a pas toujours la finesse d'aujourd'hui. Les écarts, les approximations, les variations d'assemblage existent et chaque variation peut devenir une fuite, un bruit, un comportement étrange. Donc Citroën ne doit pas seulement inventer une voiture, Citroën doit élever son propre outil industriel à la hauteur de son ambition, ce qui signifie investissement, formation, nouvelles procédures, contrôle qualité plus serré, et tout ça coûte, et tout ça met de la pression, et tout ça nourrit la peur. Et si on n'y arrive pas à temps, dans les couloirs, on commence à comprendre que la DS est en train de devenir un monstre sacré avant même d'être dévoilée, parce que tout le monde la craint. On craint son coût, on craint sa complexité, on craint sa réception, on craint le ridicule. Et plus on la craint, plus on la veut parfaite. Et plus on la veut parfaite, plus elle retarde, plus elle coûte, plus elle devient un pari qui ne peut pas échouer. Une spirale. À ce stade, il y a une décision qui change tout. Il continue. Il ne recule pas. Il ne simplifie pas au point de trahir l'idée. Ils ajustent. Ils rationalisent. Mais ils gardent l'âme du projet. Cette sensation de glisse, cette posture variable, cette promesse de modernité, et pour protéger cette âme, ils font quelque chose d'encore plus secret. Ils créent un récit avant même que le public n'ait vu la voiture. Un récit silencieux, interne, presque superstitieux. Elle doit être une déesse. Pas juste une déesse comme deux lettres, mais une déesse, un mot qui circule parce qu'il résume l'effet recherché. Fascination, respect, désir. Le plus troublant, c'est que cette ambition mythologique n'est pas seulement marketing. Elle imprègne la mise au point. Quand une pièce ne convient pas, on ne dit pas « c'est acceptable ». On dit « ça trahit la déesse ». Et c'est là qu'on sent la bascule. Ce projet n'est plus seulement rationnel, il devient émotionnel. Puis arrive la question du moteur. Et c'est là que le scénario se tord. Parce que beaucoup imaginent que la DS, révolutionnaire partout, aurait forcément un moteur totalement nouveau, spectaculaire. Or, dans les premières versions, Citroën fait un choix plus prudent. On part d'une base existante, évoluée, certes, mais pas extraterrestre. Et là,
Certains crient à la contradiction. Comment oser une carrosserie du futur avec un cœur qui vient du passé? Mais cette contradiction est en réalité un calcul, un des seuls garde-fous. On se dit, si tout est nouveau, on meurt. Alors on ancre la révolution dans un élément plus maîtrisé. On limite les risques. On répartit l'audace. Ce compromis, pourtant, ajoute une tension supplémentaire. Il faut que la voiture soit aussi moderne à conduire qu'elle en a l'air. Malgré un moteur qui, au début, n'est pas la partie la plus folle du projet. Donc on compense par le comportement routier, par le confort, par la stabilité, par la direction assistée sur certaines versions, par ce freinage qui surprend, par cette sensation de voyager sur une route imaginaire, plus lisse que la vraie. À ce moment-là, la DS commence à se définir. Moins une brute de puissance qu'une reine de la maîtrise. Les essais s'enchaînent, les kilomètres s'empilent, et au fil du temps, un phénomène étrange se produit. Ceux qui la testent deviennent dépendants. Ils montent dans une voiture normale et ont l'impression de retomber dans le passé. Ils ressentent les bosses, les vibrations, l'effort, la lourdeur. Ils découvrent que la DS les a gâtés, qu'elle leur a appris une douceur dont ils ne peuvent plus se passer. C'est un signe, mais c'est aussi un danger. La DS crée une exigence, et cette exigence, si elle n'est pas satisfaite en production, se retournera contre Citroën. Et la production, justement, approche comme un mur. On doit finaliser, on doit figer des choix, on doit décider que ça sera la DS, et pas une version idéalisée. C'est souvent là que naissent les regrets. Là où l'ingénieur comprend qu'il ne pourra pas tout résoudre avant le lancement, là où le responsable industriel comprend qu'il faudra apprendre en roulant, là où le service commercial comprend qu'il va falloir vendre une voiture que même les concessionnaires n'ont pas encore apprivoisée, on a beau être Citroën, on reste humain, on tremble. Et pourtant, la décision est prise. Elle sera dévoilée. Ce qui est fascinant, c'est que tout est en place pour un triomphe. Et en même temps, tout est en place pour une catastrophe poinçue. Il suffit d'un mauvais détail, une fuite, un bug, une incompréhension du public, pour transformer le rêve en cauchemar. Et c'est exactement cette fragilité qui rend l'histoire électrique. La DS est une révolution suspendue à quelques joints, à quelques réglages, à quelques jours de chance. La voiture du futur, prête à entrer dans le monde réel. Octobre 1955, Grand Palais. Et soudain, tout ce qui était clandestin devient public. Et le public, lui, devient un phénomène naturel. La DS est là, sous la verrière, comme un poisson d'argent posé sur un parquet de prestige. Les gens s'approchent en cercle, comme autour d'un objet tombé du ciel. Certains veulent toucher la carrosserie du bout des doigts, comme pour vérifier qu'elle est réelle. D'autres restent à distance, méfiants. Une voiture qui ressemble à ça, qu'est-ce qu'elle te cache? Et puis elle fait son numéro. Elle s'abaisse, elle se relève, elle se met en position. Et tu sens la salle basculer. Ce n'est plus une présentation, c'est une scène de théâtre. Une partie du public est hypnotisée, une autre est presque agressée. On n'est pas venu pour être bousculé par une voiture. Mais Citroën ne cherche pas la neutralité. Citroën cherche la réaction. Les commandes arrivent comme une avalanche. Les stylos grattent les formulaires. Des hommes en costume signent avec un sourire trop large. Des familles se regardent, partagées entre la peur et l'envie. La DS n'est pas encore dans la rue qu'elle est déjà dans les fantasmes. On la désire comme on désire un appartement haussmannien ou une robe haute couture. Pas seulement pour se déplacer, mais pour changer de peau. Et pourtant, dans l'ombre, la DS est encore fragile. Elle entre sur le marché avec cette contradiction brutale. Elle est célébrée comme un miracle, mais elle doit survivre au quotidien. Le quotidien, lui, ne pardonne rien. Dès les premiers mois, une autre histoire commence à se murmurer. La légende officielle parle de modernité, de confort, de beauté. La légende parallèle, elle, parle de garage, de panne, d'incompréhension, de clients qui découvrent que rouler dans le futur peut vouloir dire apprendre une nouvelle religion mécanique. Parce que la DS arrive avec un langage que peu de gens parlent. Le conducteur de l'époque est habitué à une voiture qui se sent comme une machine simple. Ressort, pédale, commande lourde, réaction prévisible. La DS, elle, répond autrement. Elle freine autrement. Elle se tient autrement. Elle flotte au-dessus des défauts de la chaussée. Et ce contraste peut être troublant. Il y a des gens qui adorent immédiatement.
et des gens qui se sentent trahis. Et le réseau d'entretien, lui aussi, doit se métamorphoser. Dans certaines concessions, la déesse est comme une diva. Magnifique en vitrine, capricieuse à l'atelier, les mécaniciens doivent apprendre à diagnostiquer un système hydraulique centralisé. Avec ses pressions, ses circuits, ses réglages, là où un ressort cassé se voit, une perte de pression se devine. Là où une voiture classique te dit « j'ai mal » en grinçant, la déesse te dit « j'ai mal » en changeant de posture, en refusant une hauteur, en freinant différemment, en se comportant presque comme un organisme fatigué, et c'est là que le premier vrai twist narratif surgit dans la vie publique de la déesse. Son génie crée sa propre peur. Dans les cafés, on entend des phrases contradictoires. « C'est incroyable, on ne sent rien. »« Ouais, mais si ça fuit, t'es mort ?» On dirait un tapis volant. Moi, je voudrais pas dépendre d'un liquide vert. Ce liquide vert, justement, devient une sorte de personnage. On le fantasme, on le diabolise, on en fait un symbole. On raconte des histoires de déesses qui saignent sur les pavés, de flaques étranges sous la voiture, de propriétaires paniqués. Parfois c'est exagéré, parfois c'est vrai, et dans une France où l'on aime les récits, le vrai et le faux se mélangent très vite. Citroën comprend alors une chose essentielle. Vendre la déesse, ce n'est pas vendre une voiture, c'est vendre une expérience et une confiance. Alors la marque fait ce qu'elle sait faire. Elle met en scène, on insiste sur le confort, sur la stabilité. On montre la déesse avalant des routes abîmées comme si elles étaient neuves. On fait parler les journalistes. On fait rouler la voiture dans des démonstrations qui semblent presque truquées, tellement l'écart avec les autres modèles est violent. Et le public, peu à peu, comprend. Ce n'est pas juste joli, c'est différent dans le corps. La déesse devient une voiture qu'on reconnaît même sans la voir. On la reconnaît au comportement, à cette manière de passer sur un nid de poule sans te gifler les reins, à ce calme en ligne droite, à cette sensation de glisser. Et là, la tension monte d'un cran. La déesse n'est plus seulement une nouveauté. Elle devient une frontière sociale. Parce qu'elle coûte, parce qu'elle ressemble à un objet de luxe, parce que la conduire, c'est envoyer un message. Dans les années 50 et 60, posséder une déesse en France, c'est afficher une forme de modernité, c'est dire « je suis du côté du futur ». Ce n'est pas forcément l'aristocratie classique. Ce sont aussi des médecins, des architectes, des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des gens qui veulent être perçus comme éclairés, audacieux, raffinés. Mais le plus ironique, c'est que la déesse est aussi une voiture de travail. Dans les versions break, elle devient un outil pour transporter, pour voyager, pour servir. On la voit dans des rôles qui semblent contradictoires avec sa beauté. Ambulance, voiture familiale, véhicule de tournée, elle est à la fois statue et mule, et ce mélange renforce le mythe. Elle n'est pas qu'un bijou fragile, elle peut encaisser, sauf que l'exploitation réelle, au quotidien, réserve des scènes presque cinématographiques, tu la démarres, et elle n'est pas immédiatement prête. Elle se réveille, elle prend sa hauteur, elle se met en place. Ce moment devient un rituel, la déesse qui s'élève doucement, comme si elle s'étirait. Et ce rituel, pour certains, est jouissif. Pour d'autres, c'est inquiétant. On a l'impression d'attendre une machine qui décide quand elle veut être une voiture. Dans les rues de Paris, elle attire les regards comme une star. Les enfants pointent du doigt, les adultes se retournent. Les autres voitures semblent soudain vieilles, plus bruyantes, plus carrées, plus lourdes. La déesse crée une comparaison humiliante, et cette humiliation, bien sûr, nourrit la jalousie. On se moque, on critique, on cherche la faille. On dit qu'elle est trop compliquée, trop chère, trop fragile, trop prétentieuse. On dit que c'est une voiture d'intello, une voiture de bureaucrate, une voiture de snob. Puis, au milieu de ces critiques, un événement va sceller son image de manière presque mythologique. Nous sommes en 1962, et là, l'histoire de la déesse se met à sentir la poudre. Une tentative d'assassinat vise le général de Gaulle. Sa voiture est prise sous les tirs. Chaos, cris, vitres éclatées, pneus crevés. Et pourtant, la voiture parvient à s'extraire de l'enfer, à continuer, à fuir. Dans l'imaginaire collectif, cet épisode devient une preuve. La déesse n'est pas seulement confortable, elle est presque invincible.
Presque protégée par une force supérieure, elle devient la voiture qui a sauvé le président. La voiture qui a résisté quand tout aurait dû s'arrêter, et voilà le deuxième twist. La déesse passe du statut d'objet de design à celui d'objet politique. Elle n'est plus seulement la voiture des gens modernes, elle devient un symbole de l'État, de la France, de la continuité, de la survie. On la voit dans les cortèges officiels, dans les images, dans les souvenirs. Elle s'imprime dans la mémoire nationale. À partir de là, une déesse qui passe, ce n'est plus juste une belle voiture. C'est un fragment d'histoire qui roule. Mais la célébrité, comme toujours, a un revers. Plus la déesse est symbolique, plus on la scrute. Et plus on la scrute, plus ses défauts deviennent des scandales. La réalité est que les premières années ont été difficiles pour certains propriétaires. Des soucis de mise au point, des interventions nécessaires, des garages parfois dépassés. Il y a des clients qui tombent amoureux et qui pardonnent tout, parce qu'ils vivent quelque chose d'unique. Et il y a des clients qui se sentent humiliés. Payer cher pour être immobilisé, c'est une blessure d'ego. Citroën, pour survivre, doit donc faire deux choses à la fois. Entretenir le mythe et améliorer la réalité. Et c'est ce qui se produit progressivement. La déesse évolue. Les matériaux changent. Les fluides hydrauliques se modernisent. Les systèmes se fiabilisent. Le futur, petit à petit, apprend à être durable. La déesse devient alors une machine paradoxale. Plus elle vieillit, plus elle devient crédible. Les premières peurs s'éteignent, remplacées par un respect. D'accord, c'était nouveau. Mais ça tient. Dans les campagnes, elle avale des kilomètres. Dans les villes, elle offre une douceur presque insolente. Sur autoroute, elle file avec une stabilité qui fait paraître les autres voitures nerveuses. Elle devient un outil de voyage, un refuge roulant. On peut rouler longtemps sans arriver détruit. Et ça, à une époque où les trajets sont plus fatigants, c'est un luxe immense. Puis, peu à peu, la déesse s'insinue dans la culture. Au cinéma, elle devient décor et personnage. Dans la rue, elle devient silhouette iconique. Dans les conversations, elle devient référence. Ça, c'est confortable comme une déesse. On la compare à des meubles, à des salons, à des bateaux. Elle dépasse le statut d'automobile. Elle devient un repère. Et c'est là que survient le troisième twist. La déesse transforme même le regard sur la France. Parce qu'à l'étranger, on la voit comme une déclaration, une preuve que la France n'est pas seulement le pays du vin et des artistes, mais aussi un pays capable d'ingénierie folle, de design audacieux. La déesse devient un ambassadeur roulant, une exportation culturelle autant qu'industrielle, et plus elle devient connue, plus elle attire des profils variés. Des familles qui veulent du confort, des professionnels qui veulent de la capacité, des notables qui veulent du prestige, des passionnés qui veulent l'innovation, mais l'exploitation d'une déesse, c'est aussi accepter son caractère. C'est apprendre que cette voiture a une logique propre, qu'elle te demande un minimum d'attention, qu'elle te récompense quand tu la comprends, mais qu'elle peut te punir si tu la traites comme une simple bagnole. Et c'est là que le lien affectif devient unique. Beaucoup de propriétaires ne parlent pas de leur déesse comme d'un objet, ils en parlent comme d'une compagne. Ils décrivent son assis, son réveil, sa tenue, son caractère. Ils racontent des histoires de voyage où elle les a protégés, de nuit où elle a dormi dehors et s'est relevée le matin comme une reine fatiguée mais digne. Cette anthropomorphisation est étrange, mais elle explique le culte. On adore plus facilement ce qui semble vivant. La déesse, à force d'être différente, devient un miroir. Elle renvoie au conducteur l'image qu'il veut de lui-même. Tu veux être moderne? Déesse. Tu veux être raffiné? Déesse. Tu veux être audacieux? Déesse. Tu veux être à part? Déesse. Et à mesure que les années passent, la déesse accumule une couche supplémentaire. La nostalgie du futur. Parce que le futur de 1955, vu depuis la fin des années 60, devient une esthétique, un style, une époque. La déesse n'est plus seulement une révolution, elle est une signature, et c'est là que l'on comprend comment elle est devenue célèbre. Pas seulement par sa technique, mais par la somme de ses récits, ses triomphes publics, ses inquiétudes privées, son rôle politique, ses scènes de vie quotidienne. Elle a été aimée, critiquée, désirée, détestée, mais jamais ignorée. Et dans une industrie où l'oubli est la vraie mort, la déesse a gagné la seule immortalité qui compte, être dans la tête des gens. Et maintenant, le piège se referme.
Quand une voiture devient un mythe, on lui demande de prouver qu'elle n'était pas seulement une belle histoire. On lui demande ce qu'elle a réellement changé, ce qu'elle a laissé derrière elle, ce qu'elle a contaminé dans l'industrie, comme une idée qu'on ne peut plus désinventer. La déesse, elle, ne laisse pas un héritage. Elle laisse une cicatrice dans la normalité, parce que, d'un coup, elle a fait apparaître une vérité que les constructeurs préféraient éviter. Le confort n'est pas un supplément, c'est une technologie, une philosophie, un rapport au monde. Avant elle, beaucoup de voitures confortables étaient simplement plus souples, plus lourdes, mieux rembourrées. La déesse arrive et dit « Non, le confort n'est pas une mollesse, c'est une maîtrise. Une mécanique qui corrige, qui filtre, qui protège. » Et en imposant cette idée, elle oblige tout le monde à se positionner. Même ceux qui ne copient pas doivent répondre « Nous, on fait autrement. » Ce n'est pas un détail, c'est un déplacement culturel. La déesse ne vend pas seulement une automobile, elle vend une promesse de dignité physique. Tu n'es plus un sac de viande secoué par la route. Tu es un passager, presque un invité. Et cette promesse, elle a eu un effet domino. D'abord, l'idée de suspension comme arme majeure, la suspension hydropneumatique n'a pas été seulement une solution confort. Elle a prouvé qu'une voiture pouvait garder une assiette stable, corriger ses variations de charge, offrir une tenue de route plus sereine sans dépendre uniquement du poids ou de la rigidité. Elle a fait entrer dans l'esprit collectif quelque chose de nouveau. Une voiture peut s'auto-réguler, et ça, c'est un poison délicieux pour l'industrie. Parce qu'une fois que tu as goûté à une voiture qui garde sa hauteur et avale la route, tu commences à juger les autres. Tu commences à demander « Pourquoi je devrais subir ?» Et à partir du moment où les clients posent cette question, les ingénieurs du monde entier prennent des notes, même s'ils font semblant de ne pas regarder. Ensuite, la déesse a installé un autre scandale. L'assistance n'est pas une faiblesse. Direction assistée, freinage assisté, commande plus sensible. À une époque où l'effort était presque une preuve de virilité mécanique, Citroën propose une conduite moins physique, plus intelligente. Et là encore, le monde a dû digérer l'idée. Réduire l'effort ne réduit pas le sérieux. Ça augmente la précision. Ça réduit la fatigue. Ça peut même sauver. Cette logique, aujourd'hui, paraît évidente. Mais à l'époque, c'était une provocation. Une voiture ne devait pas te traiter comme un être fragile. La déesse, elle, te traite comme un humain. Et c'est une révolution silencieuse. Mettre l'humain au centre, pas l'acier. La déesse a aussi laissé une empreinte sur la manière même de concevoir une carrosserie. Elle n'est pas la première voiture aérodynamique, mais elle impose au grand public une silhouette qui a l'air dessinée par l'air, lui-même. Et surtout, elle prouve qu'une forme non conventionnelle peut être désirable. Elle casse le réflexe du carré, du massif, du statut par le bloc. Elle fait entrer dans la rue une esthétique de fluidité, une élégance qui n'est pas celle des bijoux, mais celle des objets rationnels bien sculptés. Un avion, un train, un outil parfait. Elle transforme l'automobile en objet de design moderne, pas juste une carrozzeria décorative, un concept. Et cet héritage est cruel pour ses successeurs, parce qu'il ne suffit pas de faire joli, il faut faire sens. La déesse introduit aussi une leçon industrielle plus amère. L'innovation totale a un prix d'écosystème. Quand tu lances une voiture qui change les règles, tu ne lances pas seulement un produit. Tu lances une nouvelle manière de réparer, de diagnostiquer, de former des mécaniciens, de gérer des pièces, de rassurer des clients. La déesse a forcé Citroën, et indirectement tout le secteur, à comprendre que la technologie ne vit pas seule. Elle a besoin d'un monde autour d'elle. C'est une leçon que l'industrie répétera ensuite, avec l'électronique, avec l'injection, avec les calculateurs, avec l'hybride, avec l'électrique. À chaque fois, la même vérité revient. Ce n'est pas la technologie qui gagne, c'est l'écosystème qui suit. Mais la déesse laisse un héritage encore plus subtil, presque pervers. Elle a prouvé que le risque peut devenir un argument de désir. Parce que oui, pendant longtemps, on a parlé de sa complexité, de ses caprices, de ses fuites, de ses garages qui jurent. Et pourtant, beaucoup de gens ont voulu cette voiture précisément parce qu'elle était différente, parce qu'elle semblait exigeante, comme une œuvre d'art qu'il faut apprendre à aimer, comme un instrument qu'il faut apprivoiser. Elle a donc créé un type de relation rare entre un public et une machine.
le sentiment que posséder cette voiture, c'est participer à quelque chose de plus grand que soi. C'est une forme d'initiation, et ça, dans l'automobile, c'est puissant. Transformer le client en disciple. Côté industrie, l'héritage le plus visible, c'est la continuité Citroën, parce que la DS n'a pas été une parenthèse. Elle a été une matrice. Elle a alimenté une lignée d'idées, de choix, d'obsessions, la quête du confort, la singularité stylistique, la volonté de faire autrement, même quand c'est imprudent. Et cette lignée, elle a donné d'autres voitures qui ont prolongé l'esprit. Des modèles où l'on sent ce même désir d'être à part, d'offrir une expérience, pas seulement une fiche technique. Mais attention, l'héritage n'est pas seulement technique, il est symbolique. La DS a changé la façon dont la France se raconte à travers une voiture. En France, l'automobile n'est pas seulement un outil, c'est un marqueur de civilisation. Comment on voyage, comment on traverse les paysages, comment on relie les villes aux campagnes, comment on s'expose dans l'espace public. La DS a donné à la France une image d'audace élégante, une modernité qui n'est pas brutale, mais raffinée, une modernité qui ose la poésie. Elle est devenue un symbole national, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était incroyablement française dans son attitude, intellectuelle, artistique, technologique, un peu arrogante, parfois capricieuse, souvent géniale. C'est aussi pour ça qu'elle est culte. Elle ressemble à un pays qui doute et qui invente en même temps. Et puis, il y a la question du temps. Car l'héritage d'une voiture se mesure aussi à sa capacité à survivre à son époque. Quand la production s'arrête en 1975, la DS ne disparaît pas. Elle change de nature. Elle quitte le monde des objets actuels pour entrer dans le monde des objets irremplaçables. Et c'est là que la vraie mythologie commence, celle qui dépasse la publicité et la presse. Elle devient une voiture de souvenirs, de films, de photos en noir et blanc, de routes d'été, d'odeurs d'habitacle, de bruits de pompe, hydraulique comme une respiration ancienne. Elle devient une présence dans la mémoire collective, et cette mémoire fonctionne comme une drogue. Plus le monde se standardise, plus on aime ce qui était singulier. L'industrie automobile, au fil des décennies, a souvent cherché l'efficacité, la modularité, la rentabilité, la plateforme commune, le design acceptable partout, et à chaque fois que le monde automobile se rapproche de l'uniforme, la DS revient comme un fantôme. Vous vous souvenez quand une voiture osait être bizarre. Elle devient un reproche élégant adressé au présent. Alors, oui, son héritage est aussi une nostalgie. La nostalgie d'une époque où un grand constructeur pouvait lancer une voiture qui ne ressemble à rien et assumer ce risque, une époque où l'innovation n'était pas seulement une option, mais une identité, et c'est ici que se glisse un twist final, presque cruel. La DS est devenue un mythe, parce que le monde qui l'a rendu possible a disparu. Le monde où une marque pouvait investir dans une solution radicale, accepter d'éduquer son réseau, accepter d'avoir des débuts difficiles et persévérer. Aujourd'hui, l'industrie est plus prudente, plus normée, plus surveillée. Les risques se calculent, se minimisent, on innove, oui, mais souvent de manière invisible, cachée derrière des écrans, des logiciels, des plateformes. La DS, elle, innovait en plein jour. Elle innovait avec une silhouette, avec une posture, avec une manière d'exister qui te sautait à la gorge. Et c'est là sa plus grande trace. Elle a montré que l'innovation peut être émotionnelle, qu'une technologie peut devenir un symbole, qu'un choix d'ingénieur peut devenir une sensation intime, qu'un système de suspension peut se transformer en poésie roulante, qu'un objet industriel peut devenir une œuvre culturelle. Et ce n'est pas un hasard si, des décennies plus tard, le nom DS continue de résonner, parce qu'il porte quelque chose de rare, une promesse de différence. Même quand le monde change, ce mot-là garde une aura, comme une pièce de monnaie ancienne qu'on garde dans la poche pour se rappeler qu'on a appartenu à une époque plus audacieuse. Dans la culture automobile française, il y a des voitures aimées, des voitures respectées, des voitures collectionnées. La DS appartient à une autre catégorie, celle des voitures racontées. On la raconte comme on raconte un personnage. On la décrit comme on décrit une femme fatale, belle, exigeante, parfois cruelle, mais impossible à oublier. On la raconte aussi comme un acte de foi industriel.
Ils ont osé, et le culte, au fond, naît toujours de là, d'un mélange de beauté, de risque et de récit. La déesse a apporté au monde une idée presque indécente. La voiture peut être un manifeste, pas seulement un moyen. Un manifeste roulant, qui dit quelque chose sur le confort, sur la modernité, sur la France, sur la place de l'humain dans la machine. Et quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi elle est culte en France. Parce qu'elle n'a pas seulement transporté des gens, elle a transporté une époque vers une autre.